Bonjour à tous, moi c'est Antoine Chauffru. J'ai la chance de co-hoster le podcast 108 milliards à destination des dirigeants et coachs qui veulent s'élever et avancer sur leur propre chemin. Justement, moi ma série d'interviews, elle vise à questionner ce chemin-là, essayer de comprendre qu'est-ce qui amène les gens là où ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont passé comme étape, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision pour trouver leur place, pour rayonner ou briller à leur échelle et toucher des gens autour d'eux. Je suis ravi de t'avoir au micro. Tu pourras beaucoup mieux te présenter que ce que je le fais. Donc j'aurai une petite question pour introduire. Et ce que je te disais en intro, les thèmes dont j'aimerais parler avec toi, c'est donc le rapport à l'alcool et sa toxicité. C'est comment on en fait un métier en fait et comment on accompagne des gens là-dessus. Parce que ça doit être assez drôle, je pense, ou inhabituel de faire ça, surtout en France avec le rapport qu'on lui connaît. Et après, on en avait dit un petit peu en préambule, mais cet aspect de désinhibition, oser les choses, faire pour soi, alors que c'est en fait vraiment un masque qu'on peut porter facilement et qui est à portée de main, entre guillemets. Ah bah complètement. Du coup, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. En quelques phrases, ta vie, ton œuvre, qu'est-ce qui t'amène ici, où est-ce que t'en es? Bah écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Moi je m'appelle Lorraine et je suis donc la fondatrice de The French Sober, qui est donc une méthode qui aide à réduire ou arrêter l'alcool et qui est basée sur 3 piliers, donc la régulation du système nerveux, la création de l'alter ego et tout ce qu'il y a autour de l'hygiène de vie. Et donc pour la petite histoire, moi j'ai arrêté de boire il y a 4 ans, c'était pas du tout prévu. Et donc j'ai fait cette expérience de la sobriété et j'ai trouvé que voilà, ça a vraiment changé ma vie. Et du coup aujourd'hui j'ai à cœur d'accompagner les gens qui justement se posent des questions sur leur consommation, juste d'être dans une régularité et de pouvoir éveiller les gens en se disant bah, finalement pourquoi je consomme de l'alcool et les accompagner donc sur ce chemin. Mais justement, c'est intéressant parce qu'il faut quand même un niveau de maturité et de conscience du sujet assez avancé pour venir, j'imagine, faire appel à toi. Mais c'est pour ça que je crée du contenu pour ça. Ok, donc tu as un enjeu d'acculturer ou ouais. Ce que je dis, c'est que c'est souvent en France, le sujet de l'alcool, il est traité de manière très binaire. Ouais. Je caricature, hein, mais en gros, soit tu es alcoolique, soit tu n'as pas de problème avec l'alcool. Ouais. Et entre les deux, tu vois, il y a une zone grise où il y a toutes ces personnes qui vont boire de manière régulière, parfois même épisodique. Et du coup, pour ces personnes-là, il n'y a pas forcément de contenu non plus. Et c'est pour ça que, tu vois, je partage mon expérience, je donne des conseils pour les amener justement, tu vois, à se poser des vraies questions. Alors, bien évidemment, la régularité, la consommation, le combien tu bois est important. Mais pour moi, le point clé, c'est vraiment le pourquoi tu bois de l'alcool. Et ça, cette question, en général, on ne se la pose pas parce qu'on est très souvent en pilotage automatique. Tu vas retrouver un pote, tu sors, tu regardes un match, tu prends une petite bière, tu sors avec des amis, tu vas boire un verre, tu rentres le soir, bon bah voilà, journée un peu stressante, tu prends un verre. Et la vie se déroule comme ça et tu te poses pas forcément de questions. C'est drôle parce que quand tu m'as donné cette question-là, du coup, moi je me suis dit, mais pourquoi les gens ils arrêteraient de boire? Tu vois, si justement ils sont dans cette grey zone de j'ai pas vraiment de problème avec l'alcool, peut-être parce que c'est justement qu'on a une conception trop binaire du sujet. Mais si j'ai pas de problème, j'en bois de manière vraiment très épisodique, ce serait quoi l'intérêt pour moi d'arrêter d'en boire? Bah, c'est qu'en fait, il y a un sujet, il y a une charge mentale. C'est-à-dire que tu peux interroger beaucoup de personnes, ils te diront toujours, tu vois, une soirée alcoolisée, le lendemain ils sont fatigués, potentiellement ils ont des enfants, ils ont pas pu, tu vois, s'occuper d'eux. T'as des plans le lendemain, tu dois aller au sport, t'annules. Et ça, c'est une charge mentale. Donc forcément qu'en fait, ça joue sur leur quotidien. Et le nombre de fois où les personnes se sont dit « Non, mais la semaine prochaine, j'arrête. Et l'alcool, ça va s'immiscer petit à petit entre ta consommation que tu avais quand tu avais 20 ans et quand tu as 35. Finalement, ça s'est accumulé. Et donc, il y a cette charge mentale. Moi, j'ai personne qui vient me voir en me disant « Ah, Lorraine, je viens de voir ton contenu. C'est la première fois de ma vie que je me dis « Tiens, je devrais réduire ou arrêter. » C'est un truc qui dure depuis très longtemps. Comme si tout le monde se disait tout le temps « Putain, j'aimerais arrêter, mais je sais pas faire. Ouais. Je sais pas comment y arriver. » Ouais. Ou en tout cas, réduire aussi, tu vois. Mais c'est toujours un peu complexe parce que, tu vois, ça continue. Alors, on parle de la volonté, mais puis finalement, bah, tu continues pendant des années comme ça et... Oui, en fait, tu changes jamais. Non, tu changes pas. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, moi, j'ai réalisé assez vite, parce que je suis migraineux peut-être, mais que le prix de la cuite, il était beaucoup plus élevé que la qualité du moment que je vivais. Ouais. Et en fait, la bière de trop, entre guillemets, bah, en fait, elle vaut jamais le coup. Et puis surtout, ton cerveau, il va associer, si tu veux, alcool à plaisir, amusement, joie, je me détends. Derrière, t'as toujours un prix à payer. Tu vois, parce que finalement, quand tu bois de l'alcool, qu'est-ce qui se passe concrètement? On te largue de la dopamine, qui est, tu sais, l'hormone qui est vraiment l'envie d'avoir envie, la motivation. Ouais. Le GABA, ça te détend.
Sauf que le lendemain, tu vas avoir un pic de cortisol, qui est donc l'hormone du stress. Elle est hyper importante, tu vois, à avoir dans notre corps, mais le problème, c'est quand ça fait des gros pics. Et du coup, tu as cette descente le lendemain avec manque de dopamine. Donc, tu es en anxiété, en stress. Et le plus intéressant aussi, c'est que très souvent, les personnes vont s'habituer à un état qu'ils considèrent normal, alors qu'il n'est pas. Donc genre ma gueule de bois, si je l'ai de manière si régulière. Ouais, et même pas encore la gueule de bois, parce que t'as des gens qui vont dire non mais moi je tiens très bien l'alcool, 3-4 verres, j'ai pas de gueule de bois. Mais ils sont dans un état de brouillard, même le fait de prendre des décisions, d'être sharp dans ton taf et tout ça, ils sont habitués à cet état-là, en se disant bah finalement c'est normal. Moi je me souviens, j'avais un client, c'était un CEO, il m'avait dit j'ai de la chance, j'ai une bonne constitution, donc je ressens pas vraiment les effets. Très bien, tu vois, je vais pas contrer ça. Mais à contrario, quand il a fait l'expérience justement de faire une période sans alcool, il m'a dit mais attends, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus en forme. Et il l'a aussi vu sur son sommeil. Il avait une montre d'ailleurs, tu sais, connectée. Et il m'a dit mais j'ai des scores de 94, que j'ai jamais eu avant. Donc le pire, c'est aussi de s'habituer à un état que tu considères comme normal, mais qu'il est pas du tout. Et pour ça, pour le voir, tu dois faire l'expérience d'eux. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que donc moi je suis en dry parce qu'on est en janvier en ce moment. Oui, je sais. Et Mais j'ai organisé un. Oui, j'avais vu ça. Ouais. Et je pense que j'y ai pas pensé sur le moment, mais ça a peut-être participé. Et je me suis dit, en vrai, je suis déjà dans un processus de réduction. Déjà, je consommais même plus beaucoup, mais un vrai processus de réduction, voire de questionnement de est-ce que ça doit être dans ma vie ou pas. Et donc, je suis sorti en boîte jusqu'à 5h du mat avec que des gens qui ont beaucoup bu. Et j'étais en mode. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter ? Et c'est vrai qu'au bout d'une certaine heure, les discussions, elles sont moins intéressantes. Ouais, Par contre, c'est ce que tu me disais en intro, ça m'a pas empêché de kiffer mon moment, ça m'a pas empêché de danser, ça m'a pas empêché... Et je trouve que le dry, je crois que ça vient d'Angleterre, je trouve que le dry, c'est justement un bon moment pour, tu veux, changer ses habitudes de consommation. Sauf que très souvent, ce qu'on fait pendant le dry, c'est qu'on va se priver d'alcool pendant un mois, en se disant vraiment, je dois pas boire, donc qu'est-ce que font les gens ? Ils ne sortent pas. Ils s'isolent, oui. Et puis ensuite, en février, tu vas reboire. Et donc là, l'idée aussi, c'est que j'ai organisé donc, un Dry January où je vais délivrer un mail tous les matins avec un objectif, un conseil, une motivation pour justement aider les gens à vraiment comprendre ce rapport à l'alcool, le pourquoi tu bois, pour ça puisse s'ancrer sur du long terme, tu vois. Alors, si tu bois pas pendant un mois, c'est déjà très bien, mais l'idée encore plus, c'est de... Mais si tu reviens à ta vie d'avant, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est déjà pas mal, mais vrai, ça fait moins. Enfin, tu vois, on est d'accord, ça fait moins de sens. Un mois par an, ça vaut pas le coup. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, tu vois, de prendre ce moment-là qui est assez, alors qui est pas forcément méga encore soutenu en France, mais en tout cas, c'est un moment où. Ce qui est sûr, c'est que c'est socialement accepté. Voilà, c'est socialement accepté où tu dis, je fais un dry. Donc, etc. Moi, ce qui m'a vachement intéressé et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de changer mes moments sociaux par des moments de sport ou des moments de partage autres que aller dans un bar. Ouais. J'imagine que ça fait partie des conseils que tu donnes. Ouais, aussi, c'est une manière aussi, je dis souvent, on ne change pas dans l'univers qui nous a rendus malades. Quand je dis malade, je mets des gros guillemets. Mais si tu continues à faire les mêmes choses en enlevant l'alcool, au bout d'un moment, ça va créer de la frustration. Donc l'idée aussi, c'est de te créer d'autres habitudes de vie, te dire aussi, c'est le moment de me redécouvrir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as un gain qui est ta productivité et ton énergie. Quand tu arrêtes l'alcool, tu as beaucoup plus d'énergie, de productivité. Donc, tu vas dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce week-end ? Et c'est aussi le fait de se challenger, de se dire, bah tiens, j'ai envie de me remettre à l'anglais, j'en sais rien, j'ai envie de commencer des cours de poterie. Et donc ça te délivre aussi de la dopamine, tu vois ? Donc, forcément, après... Parce que là, c'est très fonctionnel, c'est très objectif productivité. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a un objectif aussi seulement de l'être et de à quel point je suis bien dans mon corps, non ? Bah, complètement. C'est complètement. Parce que tu arrives à un point où finalement, tu as compris que la régularité de l'alcool, ça te fatigue. T'es fatigué et que t'as envie d'être dans une autre énergie. Et tu sais très bien que cette fatigue, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour les projets que tu mets en place et que tu décales en permanence, et que là, tu découvres une nouvelle énergie. Mais pour la découvrir, faut faire l'expérience, tu vois. Donc, je veux bien qu'on fasse un focus sur c'est quoi l'impact de l'alcool sur ton corps. Waouh. Mais ce que je comprends, si on devait résumer un peu, c'est le brouillard mental que ça crée. Mais oui, mais pas uniquement... Enfin, tu sais, on dit souvent, on sait tous très bien que fumer, c'est pas bon, boire, c'est pas bon, et pourtant, on continue. Ouais. De manière... je vais simplifier, mais je l'ai dit tout à l'heure déjà sur le système nerveux. Ça joue énormément, tu vois, parce que le bonheur est chimique. C'est ton taux de dopamine, ton taux de sérotonine, le taux de GABA. Quand tu bois, même dès un verre, le premier verre,
ça va dézinguer tes hormones. Et donc, le lendemain, tu vas avoir ce pic, tu vois, de cortisol, donc de stress. Donc, tu vas être dans une anxiété. D'ailleurs, aux États-Unis, ils utilisent un terme qui s'appelle anxiety, tu vois. Hangover et anxiété, tu vois. Donc, c'est vraiment ce côté où tu vas être... anxiety. Anxiety, excuse-moi. Non, j'avais pas compris, excuse-moi. Et donc, tu as vraiment ce côté au niveau des hormones, tu vois, d'avoir cette chute le lendemain de dopamine. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va augmenter ton stress, ton anxiété. C'est logique, c'est le cercle vicieux. Donc, du coup, tu seras plus à même le vendredi soir ou le jeudi de te dire « Attends, j'ai besoin de décompresser, je prends un petit verre. » Qu'est-ce qui se passe sur ton sommeil ? Quand tu bois de l'alcool, ton foie, il arrive, il est en alerte. Ouais. Il se dit « Oh là là, il y a de l'éthanol. » Donc, c'est la substance qui est un poison pour le corps. Le foie, il va arrêter toutes ses autres fonctions. Il en a plein, dont par exemple la métabolisation des graisses, tu vois. Il s'arrête et il va transformer donc l'éthanol en acétaldéhyde, qui est une molécule encore plus toxique, et ensuite en acétate. Ça va lui prendre énormément de temps. C'est pour ça aussi que les personnes, si tu veux, vont se réveiller vers 3 ou 4 heures du matin au moment où le foie est en train de travailler. Ça veut dire aussi que ça vient perturber ton sommeil. Le sommeil, aujourd'hui, on sait que c'est le pilier de la longévité et du bien-être, parce que pendant que tu dors, il se passe quoi ? Tu processes tes émotions, tu récupères, t'intègres les informations, et t'as la récupération émotionnelle. Donc quand tu te réveilles... Et l'élimination des toxines en plus. Et l'élimination des toxines. Donc si en plus tu bois, généralement tu te couches plus tard, donc tu n'as pas ce temps d'élimination des toxines. Complètement. Et tu te réveilles le matin, et parfois même tu penses avoir bien dormi, alors qu'en fait t'as pas suffisamment récupéré. En fait t'étais en coma, mais t'as pas bien dormi. Non, tu vois. Et sans parler du fait que parfois tu te réveilles, tu vas boire des litres d'eau parce que voilà, tu vois, t'es assoiffé de dingue. Donc ça t'impacte sur le sommeil. Tu vas avoir aussi l'impact sur le système digestif. On sait aujourd'hui que le système digestif est hyper important. On parle parfois du deuxième cerveau. Et qu'est-ce qui se passe sur le microbiote intestinal ? Donc, pour schématiser, c'est un ensemble de bonnes et de mauvaises bactéries qui sont importantes, tu vois. Et c'est un équilibre. Quand tu bois de l'alcool, ça vient détruire les bonnes bactéries et ça fait proliférer les mauvaises. Donc, tu peux avoir des problèmes inflammatoires, de digestion. Et quand on sait que la sérotonine est produite à 95% dans les intestins, sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Forcément que ça a un impact. En train de flinguer. En c'est fait, comme si on crée une fausse dépression qui est induite par l'alcool. En fait, ça flingue tous les aspects, si tu veux. Non, mais vraiment, et je te dis, moi, j'ai vraiment regardé tout ce qui se passait sur le corps, et tu te dis, mais en fait, et on peut parler aussi de la qualité de la peau, enfin, tu vois, on peut parler de plein de choses. En fait, ça atteint vraiment tous les niveaux. Et donc, quand on parle, tu vois, souvent de bien-être et tout ça, les gens qui prennent des compléments alimentaires ou l'alimentation, pour moi, la première chose à faire, s'il y a une consommation qui est irrégulière, déjà, c'est juste de supprimer ce qui te fait du mal plutôt que d'ajouter d'autres choses. Donc, mais c'est assez quand tu vois l'impact. Et ça pourra, dans tous les cas, pas contrer l'aspect négatif de l'alcool. Tu peux prendre tous les suppléments que tu veux, ça changera pas le fait que tu es en train de détruire ton système de l'autre côté. Oui, et puis surtout, l'absorption des nutriments se fait beaucoup moins bien, si tu veux. Donc l'alcool, pour le coup, vraiment atteint... Il n'y a pas de dose, en fait, minimum de l'alcool, tu vois. Ça, c'est dingue. Et on commence à le dire, hein. Parce que tu sais qu'il y a quand même des médecins qui vont te dire que c'est bon pour le cardiovasculaire, le vin rouge, par exemple. Tu sais, c'est très ancré. Parce qu'il y a quand même une période où on servait du vin rouge à l'école primaire. Ouais. Donc évidemment que c'est très ancré. Ces gens-là, potentiellement, c'est les mêmes qui maintenant sont médecins et disent non mais il faut un verre par jour. Mais surtout que moi, tu vois, j'ai des personnes qui en parlent à leur médecin et leur médecin n'est pas du tout alarmiste en disant écoutez, ça va, vous pouvez vous permettre, il n'y a pas de sujet. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de dose si tu veux. Et en même temps, la médecine, c'est un endroit où il y a tellement d'alcool. Ouais, que ça me choque pas je pense que bien évidemment, c'est aussi pour ça. Et tu vois, quand on parle du vin rouge en disant oui, c'est rempli d'antioxydants, parce qu'il y a des resveratrol, oui, ok, mais tu as une dose d'éthanol. Donc en fait, tu vois, c'est faux. Enfin, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Et ça arrive de plus en plus aujourd'hui. Il y a de plus en plus de médecins qui prennent la parole et qui te disent aujourd'hui qu'effectivement, l'alcool, à partir d'un verre, pas bonne. C'est mauvais, tu vois. Mais donc si tu bois pas, on va faire le scénario inverse. En gros, tu réduis les pics d'intensité positive comme négative et tu favorises un bien-être long terme. Ouais. Mais ça demande justement de changer tes habitudes, ce qui est très compliqué, parce que effectivement, comme je te dis, souvent on est en pilotage automatique en ayant fait des associations. L'alcool me détend, l'alcool me permet de m'amuser, ce qui est vrai. Oui, et moi ce que j'aurais envie de poser comme question en tant que coach, c'est ok, de quoi ça te protège de boire ? Qu'est-ce que ça t'empêche de regarder ? C'est exactement ça.
Et même, tu vois, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est que souvent les gens vont me dire j'aime pas la personne que je suis sous alcool. Tu sais, t'as des personnes, des réactions très différentes. T'as des personnes qui vont vriller, qui tout d'un coup vont être très expressives alors qu'habituellement pas du tout. Et très souvent on va mettre de côté. Tu sais, on veut pas voir. On se dit c'est l'alcool qui me fait ça, j'ai pas envie. Alors qu'au final, ça témoigne aussi peut-être de quelque chose. Oui, c'est en toi. Bah voilà, faut le regarder en face. L'alcool, ça te crée pas un nouveau comportement. Tu vois. Et très souvent les gens mettent ça à distance. Et je pense que c'est un bon exercice de se dire ok, ça témoigne de quoi justement? Un besoin d'être regardé, un besoin d'être entendu. Tu as des personnes qui, même dans le couple, vont utiliser l'alcool pour communiquer, pour dire je t'aime, pour... Non mais tu vois, enfin... Et là, j'ai plein de potes qui arrivent en tête. Non mais vraiment, tu vois, et donc c'est intéressant de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe quand je bois de l'alcool? C'est vraiment... Et c'est pour ça que tout le monde ne fait pas l'exercice, parce que pour moi, c'est pas juste arrêter ou réduire une substance, c'est vraiment... Oui, c'est ce que tu es prêt à te confronter à ce qu'il y a derrière. Tu vois, qui je suis, qui j'ai envie d'être... Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? C'est vraiment pour moi se réinventer aussi. C'est une question d'identité. J'allais dire, c'est pour ça que toi, tu crées cet alter ego. Ouais. Parce que t'amènes les gens à vraiment réfléchir de qui est... En fait, c'est assez ludique. Si tu veux, c'est toujours très compliqué de dire à quelqu'un est-ce que tu es vraiment heureux? Qu'est-ce que tu as envie de construire? Qui tu veux être? Enfin, toutes ces choses-là. Alors que l'idée de l'alter ego, c'est vraiment le fait, si tu veux, de pouvoir te permettre de te créer une vraie identité et de faire sortir, tu vois, ce qui est là. Parce qu'on est tous taris de stress, de peur, d'angoisse, mais de tout, hein, tu vois, même de passer devant un podcast, de discuter avec des gens. Et l'idée, si tu veux, de l'alter ego, c'est vraiment de te permettre une distance émotionnelle. Donc là, quand t'es venu, tu t'es mis dans ton alter ego. Et voilà. Ok. Ouais, ce qui est fou, c'est que je trouve que tu dis très bien, c'est que du coup, la majorité des décisions qui sont bonnes pour toi, tu les prends avec tes tripes. Sauf que la réalité, c'est que du coup, si tu bois, tu défonces tes tripes. Donc, c'est plus du tout une bonne manière de prendre des décisions. Ouais, tu te mets vraiment à distance. Et l'exercice, il est intéressant parce que, aussi, on est dans une société qui se compare énormément. Bah, tu vois, avec tous les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram. Et je trouve que la comparaison, en général, elle t'amène pas à te dépasser. En tout cas, c'est rarement positif. Bah, en général, tu vas stagner ou justement, ça peut être de l'auto-sabotage et ça t'emmène pas à te dépasser parce qu'il y a une comparaison qui va être toxique. Parce que tu vas dire la personne elle est mieux que moi, elle fait ça mieux, elle a ci, elle a ça, et donc en général il se passe rien, et justement ça te fait encore plus douter de toi. Le fait de créer ton alter ego, ça te permet déjà de te comparer à quelqu'un qui entre guillemets n'existe pas, tu vois. L'alter ego, c'est toi en fait, c'est les parties de toi que tu n'arrives pas à faire ressurgir, mais que là tu vas te dire ok, je vais faire ressurgir ça. Pour que tu comprennes, je vais te donner un exemple très simple avec moi, la création de l'alter ego. Donc moi je lui ai donné un nom. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un nom parce que c'est un déclencheur, tu vois. Donc moi, c'est Lolita. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je valorise ou qu'est-ce que j'admire chez les gens? Tu vois, ça peut être les personnes qui ont une bonne élocution, tu vois, les personnes qui ont de l'audace, les personnes qui vont facilement aller vers les autres, tu vois. Et c'est des choses que potentiellement j'ai ici, en moi, mais comme je suis... Tu vois, on va être stressé, angoissé, on va pas oser. Et donc là, le fait de poser sur le papier, tu vois, par exemple, je vais mettre l'audace, pas être audacieux. À ce moment-là, je vais attribuer une qualité qui va être, par exemple, moi, quand j'ai lancé The French Sober, au début, je me cachais un peu derrière The French Sober, sans forcément, tu vois, parler de moi, montrer mon visage. Et là, je me suis dit, très bien, une fois par jour... Elle se montre. Lolita, elle n'a pas peur. Elle a un message à délivrer. Ça me dépasse, en fait. C'est pas, j'utilise pas mon image, moi, dans un ego trip pour parler, mais j'ai un message. Et donc, Lolita, elle est dans cette dynamique-là. Et donc, par exemple, elle va prendre sa caméra et tous les jours, elle va faire une petite story. J'ai pas envie tous les jours de faire des stories, tu vois. Je suis fatiguée. Je me dis, je sais pas quoi raconter. Est-ce que ça va plaire? Mais je me suis engagée dans le process. Ce qu'on dit nous beaucoup chez 108 milliards, c'est que l'alter ego, il te permet de prendre à l'avance des décisions que ton mode automatique ne t'aurait pas forcément donné. Ouais, exactement. Et du coup, la distance émotionnelle fait que tu arrêtes d'être dans la charge mentale en permanence et tu passes à l'action. Et tu vois, tout le sujet de la confiance en soi, elle se construit par l'action. C'est pas un état d'esprit où tu te réveilles un matin en disant « j'ai méga confiance en moi ». Non, c'est parce que tu es dans l'adversité, dans la dualité, que tu mets en place des petites actions et que du coup, tu te sens... Ouais. Et typiquement, donc ça t'a rapproché d'ambition plutôt professionnelle, j'entends? Moi, alors, après, c'est très personnel à chacun. Moi, j'ai effectivement utilisé mon alter ego pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que pour la petite histoire, tu vois, The French Sober, je dis, j'ai mis 9 mois à le lancer. Parce que j'avais peur. Un bébé. Non mais oui, ça, tu vois, c'est vraiment ça. C'est parce que j'avais peur de me lancer. Et en fait, toutes les semaines, je me disais, lundi prochain, je le fais, lundi prochain, je le fais. Et je me suis dit, mais
C'est tellement une charge mentale, tu sais, c'est vraiment ce côté... la procrastination, c'est vraiment de l'anxiété déguisée, tu vois. Et là, le fait de me dire, en fait, je me pose pas de questions. Qu'est-ce que je mets en place ? Je mets une action et je me rapproche finalement petit à petit de mon alter ego et il évolue. Mais forcément. Tu vois ? Et tu peux le prendre sur tous les aspects. Ça peut être sur l'aspect perso, sur le sport, sur le pro. Enfin, après, tu joues avec, tu vois. Nous, ce qu'on voit avec nos clients, c'est que quand tu fais une visualisation et quand tu l'écris sur le papier, Ouais. en fait, c'est tellement fort que généralement, ça arrive beaucoup plus vite que ce que tu avais imaginé. Et globalement, en 6 mois, si tu taffes sur toi, tu as transformé ta vie. Ouais. Je pense que je te posais la question parce que ça a dû peut-être challenger des relations personnelles, des amitiés, j'imagine aussi les fêtes familiales, par exemple. Enfin, tu vois, moi, je vois comment mon végétarisme, il a été difficilement reçu parfois, ou questionné, ou critiqué, tu vois. Je me dis, évidemment que toi, tu as dû vivre ça. Ouais, alors la première chose, c'est qu'effectivement, le sujet sur l'alcool, ça fait toujours réagir. Ouais. Parce que ça renvoie aussi à l'autre quelque chose. Et c'est très miroir, si tu veux. C'est un vrai miroir, ouais. C'est un vrai miroir parce que tu renvoies à l'autre sa propre capacité à ne pas se passer d'alcool. Donc c'est assez challengeant. C'est incroyable comme sujet, par contre. Tu vois, juste en t'entendant dire ça, moi je me dis évidemment que j'ai envie d'être sobre. Parce que la réalité, c'est que ça parle de la peur ou de l'insécurité, de l'autre. Mais tout le monde n'a pas envie de s'y confronter, tu vois. Surtout que si tu as une consommation qui est moindre que la personne en face, qui va se dire mais pourquoi elle est en train d'arrêter ? Et surtout, tu as une identité aussi sous alcool. Tu vas être la personne super fun, qui va sortir, qui va boire de l'alcool. Donc les gens attendent ça de toi. Donc il y a une pression. Mais tu peux l'être sobre. Oui, mais la personne en face, t'as toujours vu le soir, ou en soirée, en train de boire de l'alcool, tu vois. Donc il y a cette attente aussi. Il y a aussi ce people pleaser. Ça t'est jamais arrivé, par exemple, tu vas boire un verre avec quelqu'un et tu dis ah ben non, je vais prendre un Perrier ou je ne sais quoi. Évidemment que si. Et la personne te dit ah ben non, je vais pas boire tout seul. Ah mais vas-y mec. Tu vois. Non mais peut-être toi tu dis ça, mais t'as plein de gens t'as raison, je suis d'accord. Moi clairement je suis tombé là-dedans, mais je me disais effectivement en fait ça parle tellement plus de la personne qui demande que de l'autre. Mais ça encore c'est un exercice aussi de comprendre que ça parle de l'autre plutôt que de le prendre personnellement. Ouais. Et du coup pour revenir par rapport à ça, ça permet aussi de poser ses limites. C'est symbolique, mais quand tu mets l'alcool, donc l'éthanol, à distance, tu poses tes limites en disant bah non j'ai pas envie de cette substance qui me fait du mal. Et pareil avec les rapports, tu vois, relationnels. Tu vas commencer à poser tes limites, à dire non. Évidemment. Avant, tu disais oui, tu vois. Donc, c'est tout un travail. Et par rapport à l'entourage, très souvent, les gens ont peur d'être un peu mis à distance d'un groupe parce que, pas accepté, parce que finalement, tu as décidé de plus boire. Mais ce qui est surtout vrai, c'est que toi, tu vas te rendre compte que parfois, ton entourage et les personnes avec qui tu traînes, parfois, votre lien, c'était le fait de boire de l'alcool ensemble. Et que sans ça, potentiellement, ça fait beaucoup moins de sens. Donc oui, tu peux te détacher de personnes. Et aussi, la vie va te mettre en face de personnes qui vont partager aussi ce dont tu as envie. Moi, par exemple, je me suis retrouvée maintenant entourée de personnes qui ne consomment peu ou pas d'alcool, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Tu vois, c'est un choix aussi de... Moi, je vois bien que du coup, ça bouge autour de moi. Ça, c'est oui. sûr. Ouais. Mais pour le mieux, tu vois. Parce que tu es en train de décider. Tu n'es plus en mode habitudinaire, les mêmes groupes, tu découvres de nouvelles choses. Et puis, potentiellement, tu n'as plus envie non plus. Il y a certaines soirées qui sont fun et qui existent parce qu'il y a de l'alcool. Et que tu viens tuer l'ennui en buvant de l'alcool. Et du coup, c'était un des gros sujets dont on n'avait pas encore parlé là, mais de dire l'objectif de l'alcool, c'est l'émotion. L'alcool, à partir du moment où elle te délivre beaucoup de dopamine et t'as le GABA, ça te fait ressentir des choses, tu vois. Parfois, ça te permet de faire des choses que tu n'aurais pas fait sobre. Donc toi, soit ça te rapproche d'un plaisir, soit ça t'éloigne d'une souffrance, en résumé. C'est un peu des deux, parce que ça peut aussi masquer les émotions trop fortes, où tu te dis, je ne suis pas capable de gérer cette émotion, donc je vais boire de l'alcool. Sauf que si tu fais l'expérience de te dire, je me confronte à l'émotion, je ne vais pas boire d'alcool, en général, tu te rends compte que tu la gères très bien, cette émotion. Mais comme tu as toujours fait ça avant, ton cerveau, il se dit, OK, en fait... dès qu'il y a trop de stress, d'angoisse, je vais boire de l'alcool, tu vois. Et du coup, toi, c'est quoi les décisions que tu as prises à la suite de j'arrête de boire de l'alcool, donc je vais poser mes limites ? Est-ce qu'il y a à part lancer ta boîte, il y a eu des grands trucs où tu t'es dit oh waouh, je vois l'impact que ça a eu sur. Déjà lancer ma boîte, c'est énorme, c'est énorme. Il y a pas de. Et ensuite, ça a été moi je dirais l'impact le plus fort, ça a vraiment été sur mes émotions, parce que je suis quelqu'un. J'avais beaucoup de stress, tu vois, d'anxiété. Et je me suis rendu compte finalement, en arrêtant l'alcool, que je gérais beaucoup mieux. Du coup, j'avais plus cette envie. Ça t'a apaisé ? Ça m'a complètement apaisée. En fait, tu sais, je suis très... des émotions très up and down. Ouais. Et en fait, l'alcool favorise ça. Maintenant, c'est connu, hein, c'est prouvé que l'alcool favorise justement ces up and down émotionnels. Et donc, t'arrives avec un peu
une régulation émotionnelle que j'avais pas connue avant. Parce qu'en fait, ça entraînait, tu vois, c'est un cercle vicieux qui entraîne ça. Ça veut aussi dire que toi, tu as musclé ta capacité à ressentir et exprimer les émotions. Ouais, c'est-à-dire que tu te confrontes à l'émotion brute. Ouais. Et tu arrives tout de suite, tu vois, en mettant des choses en place. Par exemple, un truc complètement bête, mais par exemple, la morning routine. Le matin, la manière dont tu te lèves a un impact sur ton énergie, tes émotions. Qu'est-ce qui se passe très souvent ? Parce que tout est lié, si tu veux. En général, on se réveille, on prend notre téléphone, parce que c'est notre réveil, on regarde les notifications, mais ça te crée un stress, en fait, tu vois, de regarder tout ça. Ensuite, tu vas prendre ton café, c'est un excitant. Directement après le sommeil, ça fait augmenter ton taux de cortisol. Hop, tu vas au taf, tu travailles, et puis Tu bois plus de café, toi ? Alors, moi, moi, je bois du café, mais je l'ai décalé. Tu vois, je le bois plus directement en me réveillant. J'attends 1 heure pour justement attendre que le pic de cortisol descende. J'adore le café, donc je continue. Après, à savoir si c'est 2 cafés ou c'est 10, tu vois, forcément, il y a un impact. Mais déjà, le fait de se réveiller, de se couper de son portable, de prendre du temps pour toi, déjà de boire de l'eau. Mais tu vois, la nuit, le corps se déshydrate, donc tu bois de l'eau et tu fais un exercice ou 2 pour toi. Ça peut être écrire sur un journal, t'en parlais tout à l'heure, tes émotions, même tu vois les plus brutes et les plus négatives. Ça peut être écrire, tu vois même surtout les plus brutes et les plus négatives. Ouais. C'est parce que ça évite aussi la rumination mentale. Et le fait de poser sur le papier, c'est plus dans ta tête. C'est plus dans ta tête. Ça peut être aussi le fait de traîner ton cerveau à voir le positif. Donc en notant tous les jours, tu vois, les listes de gratitude. Ça peut être de faire un exercice aussi physique. De t'étirer, tu vois, les émotions se logent dans les muscles aussi. C'est très personnel à chacun. Il n'y a pas de routine spécifique, tu vois. J'allais dire justement à quel point ton accompagnement, on comprend qu'il est quand même holistique et que c'est pas en fait juste l'alcool, mais beaucoup. Non, c'est vraiment causaliste. C'est traiter la cause de la cause. Ok. À quel point tu passes par le corps ? Alors, on passe par le corps. Pour moi, c'est hyper important justement, parce que tu as des personnes qui vont me dire « Oui, j'ai pas le temps de faire du sport. Tu vois, je fais plein de choses. » Et puis surtout, il faut y aller petit à petit. Si tu veux. On peut pas avoir un changement extrême du jour au lendemain. Et l'idée, c'est que dès justement le réveil, pour moi, c'est important de faire bouger ton corps, de se réancrer, tu vois, dans ton corps, de prendre conscience qu'on est tellement dans notre tête. Et ça peut être juste de mettre une musique que tu kiffes, tu vois, de danser, de faire un petit exercice d'étirement, de stretching, de pilates. Et aussi dans la journée, hyper important aussi, tu as tout ce qui est les exercices de respiration, qui peut être de la cohérence cardiaque, tu vois. Juste reprendre conscience, la respiration, elle est automatique, tu vois. Mais juste le fait de reprendre le contrôle sur sa respiration, ça te permet de passer en parasympathique, tu vois, le côté en détente, l'inspiration, expiration plus longue. Et ça, tu vois, tu l'intègres dans ton quotidien. Et ça, c'est des choses où tu as vraiment des résultats qui sont hyper tangibles, quoi. Le parasympathique, c'est le système nerveux qui favorise la détente. Exactement. Et l'élimination des toxines. À contrario du sympathique qui, lui, te met en état justement de stress, de survie. Et on oscille entre les deux, mais l'idée, effectivement, c'est pas d'être en survie tout le temps. Là où je pense on est assez souvent en mode sympathique et en survie, tu vois. Et ces exercices-là... Et nos métiers, ils nous poussent à aller là-dedans, en fait. Ouais. Enfin, moi, mon métier dans la tech avant, c'était que la réponse à l'urgence des autres, en plus. Et en fait, on se laisse avoir dans ce système-là, qui est vraiment le passage du pilotage automatique. Donc, tu vois, ce que je prends comme, j'allais dire même prétexte, tu vois, de l'alcool, c'est pour dézoomer et te dire, OK, comment est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que je mets en place ? Et je prends vraiment soin de moi, parce que boire régulièrement aussi de l'alcool, tu vois, c'est une manière, finalement, ça te met en état de stress, ça favorise ça. Et plus tu es en état de stress, plus tu te dis, attends, j'ai besoin de mon week-end pour être le highlight de ma semaine qui a été l'enfer, et j'utilise mon week-end. Et tu recommences le lundi, t'es crevé, tu vois. Oui, donc en fait, ça favorise l'image de je travaille pour vivre mon week-end, quoi. Enfin, je travaille la semaine. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est de réintégrer. Tu vois, il y a une phrase que je dis souvent, considérer une journée comme une petite vie. Ça paraît tout simple, mais... C'est le film About Time. Tu vois ? Il était temps. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas. C'est un mec qui revit chaque journée une deuxième fois. Et la première journée, il la vit en mode automatique. Ouais. Et la deuxième journée, il se régale de tous les petits moments de beauté. C'est génial. Mais ça, on oublie, tu vois. On oublie ce côté, tu vois, profiter de l'instant présent. Et souvent, tu vois, c'est vraiment le plus beau moment de ta vie, là aussi maintenant, tu vois. Demain n'est jamais promis. Et en fait, on grille un peu notre temps comme ça. Et le faire vraiment, tu vois, de reprendre de la conscience, d'enlever ce pilotage automatique, de prendre du plaisir à se préparer un repas, avoir des amis, finalement, ça change tout, tu vois. Justement, j'étais avec Juliette, interview qui sortira sûrement avant celle-ci. On a beaucoup parlé du masculin et du féminin, du couple, etc. Est-ce
et on peut botter en touche jamais, il n'y a pas de sujet, mais est-ce que tu sens que ça a changé ton rapport à l'autre, ça a changé ton rapport peut-être à la séduction? Parce que c'est évidemment un endroit d'abandon et de... Et puis la séduction est extrêmement codifiée. C'est ce que j'allais dire. C'est extrêmement codifié avec l'alcool. Avec le fait, tu vois, quand tu... C'est le verre de vin rouge. C'est tout suffisant de vin rouge, le champagne, enfin, tu vois, et au final, c'est une manière de te désinhiber aussi. De te dire, OK, et c'est hyper codifié. Donc, encore une fois, c'est de réinventer les codes. Ça sert aussi à ça, tu vois. Mais ça veut dire que tu vas rencontrer quelqu'un qui est déjà là-dedans, qui a conscience de ça. Ouais, mais ça peut être aussi, tu peux aussi inspirer les gens, tu vois, d'expliquer en fait pourquoi tu bois pas d'alcool, tu vois, et c'est une manière aussi de te montrer toi-même à 100% vrai, tu vois. Oui, tu mets pas un masque. Mais c'est pas facile au début, si tu veux d'aller parler même à des gens, d'aller danser, c'est hyper confrontant en fait. Donc c'est l'exercice, pour moi c'est un exercice les plus vulnérables qui soit, la sobriété. Parce que c'est tellement facile. Dans la séduction ou en général? D'autant plus dans la séduction parce que tu sais pertinemment que tu vas voir quelqu'un et que tu vas te demander est-ce que je lui plais. Oui, t'es dans un rapport d'évaluation presque. D'autant plus. Donc, en fait, t'as envie de mettre un masque là-dessus et tu dis, on boit, et c'est ce que font en général les gens qui sont en train de dater, un verre, 2 verres, 3 verres, et puis après, voilà, tu vois. Ah, bizarrement, ça Non, mais c'est ça. Alors que là, t'es à l'état brut direct. Tu discutes avec la personne, et souvent, enfin, je sais pas, mais si toi, tu bois pas énormément, je suis pas sûre que la personne en face, elle va s'enquiller les verres non plus, tu vois. Donc, t'es vraiment ça te fait gagner du temps. C'est drôle, à un moment où je faisais beaucoup de dates, j'avais fini par faire des dates le matin au petit-déj. Parce qu'au moins, il n'y avait pas d'alcool. Ouais, voilà. Et je pouvais pas mentir. Tu vois, je viens de me réveiller. Donc Et je trouve que c'est un super exercice. Déjà, tu perds pas de temps parce que tu vois réellement tu vois qui est la personne. Toi, tu te montres tel que tu es. Et en effet, c'est pas forcément simple, tu vois. En tout cas, ça demande beaucoup de courage, en fait. Ouais. Parce que ça veut dire que potentiellement, tu vas être rejeté. Ouais. C'est intéressant. Au début, on a vachement parlé de cette partie de désinhibition. Ouais. Et toi, tu m'as dit que tu pouvais entraîner ta désinhibition en dehors de l'alcool. Oui, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, c'est pas d'arrêter l'alcool et d'avoir de la frustration. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas du tout naturel. Genre moi, je me suis jamais dit que je pouvais être désinhibé en dehors d'une substance qui altérait mon état de conscience. Mais parce que c'est l'appréhension, en fait. En fait, comme en général, t'as toujours fait avec de l'alcool, donc t'as associé, ok, je sors, je me désinhibe, je me sens bien, je peux danser, je peux rigoler, je peux parler avec les gens. Maintenant, l'exercice, ça va être de le faire sans ça, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper important de surtout pas s'isoler et de se mettre justement au défi d'aller en soirée, d'aller dans les dîners pour voir comment tu réagis. Alors, potentiellement, au début, ça peut être un peu dans l'observation, où tu te dis, bon, ok, j'observe parce que c'est nouveau. Oui, rien ne t'empêche de partir. Rien ne t'empêche de partir et tu peux dire, finalement, je m'ennuie, tu vois. Sauf que tu pars aussi dans l'idée de te dire, qu'est-ce que je vais apprendre de moi ? Et ça change tout, tu vois. C'est incroyable. Donc, utiliser le contexte social de consommation pour apprendre des choses sur toi. Mais complètement. Moi, au début, je me suis dit, mais si je vais en soirée, tu sais, c'est compliqué. Tout le monde se met à danser, t'as pas bu d'alcool. Tu sais, t'es avec ton corps, tu sais pas trop. Ouais. Et en fait, fais l'exercice vraiment de danser sans alcool. En fait, au fur et à mesure, tu rentres aussi en connexion avec la musique et t'arrives totalement... Puis avec l'énergie des gens. Voilà. C'est ça qui te porte, c'est tu te rends compte que tu te connectes à l'énergie des gens. Et c'est très souvent le retour que j'ai des personnes qui vont... là, justement, en plus, on est en plein drive, donc plein de personnes sont sorties sans alcool. Et en fait, ils m'ont dit, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Ouais. Moi, j'ai vraiment fait l'expérience de, oh waouh, en fait... J'avais un peu peur d'aller danser et tout, sauf que là, on était dans une boîte où le son était bien. Mes potes avaient tous bu, mais du coup, je me suis vraiment laissé porter, quoi. Ouais, mais et en fait, j'étais trop dans l'instant, c'était génial. C'est vraiment ça, mais tu vois, faut se mettre en fait au défi de se dire. Il faut y aller. Ouais. En fait, il faut dire il y aura de la peur ou de l'appréhension. Mais c'est normal. Ça n'a pas à définir. Tu sais, le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même, tu vois. Et toutes ces choses-là vont t'amener justement, tu vois, à faire plein de choses différentes, tu vois. Est-ce que toi, t'as été accompagnée dans ce chemin-là? Est-ce que tu voyais une psy? Est-ce que peut-être d'ailleurs sur d'autres sujets, tu vois? Non, moi j'ai... Ouais, alors j'ai vu des psys pendant très longtemps. Ouais. Donc j'avais déjà fait un vrai travail sur moi. Okay. Et en fait, j'ai vraiment expérimenté toute seule, tu vois, la sobriété en regardant pas mal de contenu plutôt aux États-Unis sur ce qu'ils faisaient, parce que justement, je m'étais pas du tout reconnue dans les contenus qu'il y avait en France sur des associations, sur les alcooliques anonymes. Tu disais de direct, c'est 100% ou rien du tout. Voilà. Donc si tu veux, j'ai regardé ce qu'ils faisaient ailleurs et donc ça m'a vachement aidée. Et moi, j'ai expérimenté moi-même vraiment dans le fait de me retrouver en soirée sans alcool, qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour moi, quel projet j'ai envie de mettre en place, et je voyais que les projets, je les mettais en place et je les tenais, tu vois, parce que j'avais l'énergie, parce que mes émotions étaient beaucoup plus régulées, parce que je dormais mieux. Donc c'est un tout, tu vois, qui fait que, en fait, à un moment donné, tu te dis, mais en fait, j'en ai plus besoin. Et encore une fois, tu vois, je te dis, je me suis pas dit, je vais arrêter
de boire de l'alcool, parce qu'il n'y a rien de pire de dire ça à ton cerveau. Le cerveau, il aime ce qui est familier, même si c'est mauvais pour toi. Donc c'est pas une fuite de l'injonction, non. C'est s'orienter vers un autre kiff. Ouais. Donc toi, t'aides les gens à formuler cet objectif-là, souvent ? En fait, pour moi, l'objectif, c'est pas de réduire ou d'arrêter l'alcool. Pour moi, c'est un moyen. Tu vois, je dis souvent, l'alcool, c'est un frein, alors que la sobriété, c'est un accélérateur de réussite. C'est un frein silencieux, l'alcool. Donc, quand tu viens, ok, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ta relation à l'alcool, elle est comme ça ? Quel est ton lien émotionnel ? Tu bois parce que tu t'ennuies, tu bois parce que t'as besoin de décompresser, tu bois parce que t'es pas à l'aise en société. Comment est-ce que tu t'imagines sans ce rapport à l'alcool ? Ah ben j'aimerais faire ça, je sais que j'aimerais... j'ai une de mes clientes qui voulait écrire un livre, par exemple, mais ça fait 6 mois qu'elle en parle, elle le fait pas. Parce que elle est prise dans son train de vie, parce que le week-end, elle fait autre chose. Et là, du coup, on va mettre un objectif qui est autre que réduire ou arrêter l'alcool. Parce que finalement, ça fait pas sens, tu vois. En tout cas, ça met pas en mouvement. Ça met pas en mouvement. Donc, on définit un objectif et on va travailler en passant par la sobriété pour atteindre cet objectif. Et de là, tu vas découvrir des parties de toi que tu connaissais pas et tu vas dire, mais attends, mais c'est génial. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas repris. Et je dis jamais, je vais pas reboire de l'alcool, mais j'ai pas eu besoin. Parce qu'en fait, l'exutoire que j'avais avant avec l'alcool, aujourd'hui, je le fais totalement différemment. Je lance des projets, je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai plus le temps, en fait. L'alcool te fatigue tellement et tu perds tellement de temps qu'aujourd'hui, si tu veux, j'ai tout simplement plus le temps, si tu veux, de boire et d'être en gueule de bois, quoi, par exemple. Oui, ce qui est sûr, c'était l'autre truc méga réalisation, c'est que la soirée où je rentre à 5h du mat sobre, le lendemain, je peux gérer ma journée. Ouais, c'est ça. Alors que j'ai dormi 5 heures. Ouais, t'as une fatigue, mais qui est pas du tout la même fatigue que si tu... C'est le jour et la nuit. Ouais. C'est intéressant. Les gens que tu as accompagnés, ils en ont profité pour faire quoi ? Alors, les gens que j'ai accompagnés, ils en ont profité pas mal de choses. T'en as justement qui vont en profiter pour faire un rééquilibrage alimentaire. Tu vois, prendre le temps justement de... parce que je parle pas mal aussi dans mes programmes de... J'ai envie que les gens soient autonomes, de comprendre ce qui se passe aussi avec les aliments dans leur santé, comment se nourrir. Donc du coup, ils vont justement... C'est des personnes potentiellement qui veulent perdre 3-4 kilos, tu vois. Donc ils vont démarrer ce chemin-là. Ils vont se remettre au sport. J'ai des personnes qui se sont séparées en couple. J'ai des à la suite de leur sobriété. Ouais, ou pendant. De se rendre compte qu'en fait, on n'était plus alignés, on n'était plus sur le même chemin. Tu as des personnes qui ont changé justement de carrière. Tu vois, j'ai une de mes clientes qui, elle s'est très vite rendue compte qu'elle avait un boss toxique. Avant, elle serait restée. Là, elle a changé. Elle démarre une formation en alimentation et en sport. Ouais. Et c'est tellement lié à ce que tu dis en fait, ils ont commencé à dire non, à poser leurs limites et ça se rejoue sur tous les autres paliers. Et ça peut être, tu vois, ça peut être aussi simple que sa féminité. Par exemple, j'ai des clientes qui, à travers le programme, ont envie de travailler sur leur féminité, prendre soin d'elles, s'habiller différemment. Enfin, c'est vraiment recréer une identité aussi, tu vois. Ça peut jouer sur plein d'aspects. C'est un outil, mais qui fait du coaching. Ouais. C'est génial. Et justement, ça me fait dire, j'imagine que quand les gens commencent à réfléchir à leur relation à l'alcool, ils finissent par réfléchir à tous les hacks, entre guillemets, quick fix, qui te filent de la dopamine, mais qui t'éloignent de ta sérotonine. Ouais, c'est vraiment un tout en fait. Tu vois, c'est vraiment contextuel aussi dans quelle vie tu es, tes habitudes, tes pensées. Tu vois, il y a beaucoup moins de pensées négatives, de voir le verre à moitié vide. Enfin, c'est tout un mindset en fait qui change. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment sur ce côté-là, tu vois. Oui, c'est holistique. C'est complètement holistique. Toi, t'habites pas à Paris, c'est ça ? Si, moi je suis à Paris. Et je voyage pas mal. Ok. Et j'aime bien voyager. Ouais, complètement. Okay. Complètement. Tu vois, moi, ça m'a fait me dire, waouh, Paris, en fait, j'y suis pas à ma place du tout. Non. Ouais. C'est trop réglementé. Complètement. Surtout, surtout dans quel environnement tu as aussi envie d'évoluer. Tu vois, le fait d'être au soleil, je vais très souvent à Lisbonne, je suis partie en Asie, j'ai été à Rome. Enfin, tu vois, le fait de me dire, je suis pas totalement nomade, mais je m'offre aujourd'hui la possibilité, tu vois, et de me dire, en fait, c'est ouf parce que j'ai ce dont je rêvais avant, je suis en train de le vivre, tu vois. Et ça, tu vois, c'est juste génial, tu vois, de te créer un métier ou qui est vraiment limite une vocation. Tu vois, je me réveille tous les matins, je suis hyper contente de ce que je fais. Je gère mes horaires moi-même. Tu vois, j'ai une liberté, tu vois, de travailler d'où je veux. Et ça a vraiment pas de prix, tu vois. Je suis d'accord. T'es d'accord ? Ouais, évidemment, ça me parle. Ce qui se passe souvent dans les discussions que j'ai avec mes invités, c'est qu'il y a eu un peu ce moment de déclic où ils ont accepté que s'ils ne se connectaient pas à leur instinct, à leur propre histoire, à leur lumière, en fait, ils étaient en train de se mettre de côté.
Oui, mais parfois c'est aussi plus simple de pas se poser de questions, si tu veux. C'est ce côté en fait pilotage automatique où tu continues comme ça, tout est habitudinaire et ça demande aussi. En fait, je te donne un exemple. J'ai une de mes clientes. On était à 5 semaines, elle buvait plus d'alcool. Elle me dit mais en fait Lorraine, l'arrêt de l'alcool n'a pas résolu tous mes problèmes. Tu vois, parce qu'en fait c'est le cas. Mais l'alcool t'offre la lucidité de te confronter en fait à ce qui ne te convient pas. Et ça change toute la donne, tu vois. Mais ok, mais moi j'ai l'impression que ça c'est genre juste un des multiples facteurs qu'il y a dans nos vies au quotidien. En vrai, dans ce truc de recherche instantanée de plaisir, il y a l'alcool, il y a la clope, il y a les jeux vidéo, il y a le sexe, il y a le sport, il y a etc. Mais donc ça t'amène forcément à questionner l'ensemble de tes choix. Ouais, c'est... En fait, c'est quand t'es pris en fait, au piège dans ce truc-là, pendant très longtemps, t'es vraiment, tu vois, tu continues, t'es en mode pilotage automatique, et quand en fait, l'idée, c'est vraiment de dézoomer. Et pour dézoomer, c'est comme une relation toxique avec un mec. Si t'es tout le temps à côté de lui, autour de lui, tu te rends pas compte à quel point ça impacte ton quotidien. Okay. Quand tu dézoomes... C'est que t'as normalisé des choses, en fait. Et aussi, dans le travail de dézoomer, je dis souvent aux gens, observez l'environnement. Parce que quand tu bois, donc je reviens sur l'alcool, mais quand tu bois de l'alcool, tu vas voir que c'est constamment que l'alcool est présent partout, tout le temps. Quand tu bois, tu t'en rends pas compte. Quand tu dézoomes, tu te rends compte, mais attends, c'est tout le temps, on me tend un verre, en soirée, à l'aéroport, tu vois. Et le fait de prendre du recul, même tu peux regarder dans les films ou les séries. C'est hyper associé, c'est associé au pouvoir, c'est associé au glamour, c'est associé à l'indépendance, c'est associé à la liberté, tu vois. Ça peut être James Bond, ça peut être Sex and the City avec Carrie Bradshaw, enfin. Et tout ça, finalement, c'est tellement ancré que tu te poses pas la question. Et quand tu dézoomes et que tu prends du recul et tu dis je fais l'expérience effectivement 1 semaine, 2 semaines sans alcool, et là tu commences à voir les effets. Tu bois de l'alcool pour t'associer à ces caractéristiques et à l'image sociale qu'on en a. Ouais, mais je pense même que c'est inconscient, tu vois. Oui, c'est clairement tu vois, pas un truc qui est prémédité. Non, mais bien sûr. Mais parce que c'est socialement accepté. Oui, complètement. Mais t'as des gens qui veulent pas le voir non plus, tu vois. C'est-à-dire que moi, je parle pas mal, je fais un peu des analyses, entre guillemets, de films ou de séries. Sur LinkedIn, par exemple, j'ai plein de personnes qui vont me dire non, excuse-moi, c'est pas parce que je regarde James Bond que j'ai envie de boire ou que je regarde Sex and the City. Si, en fait. Parce que il y a des associations, tu t'en rends pas compte, mais qu'il y a du mimétisme inconscient. Oui. Ce qui est sûr, c'est que si t'es un méga vilain ou si tu veux être James Bond, tu bois un martini, au poker. Voilà, c'est associé, associé au plaisir, à faire la fête. Dans les séries ou les films, l'alcool est traité de manière plutôt sociale, positive, voire luxueuse aussi, tu vois. La coupe de champagne, le bon champagne, toutes ces choses-là. Magnifique. Voilà, exactement, c'est l'image que j'avais en tête, tu vois. Ah, c'est intéressant. Et donc ça te conditionne aussi. Parce qu'au final, t'es en train de recréer un historique ou une manière de vivre ce sujet-là. Et j'ai posé un peu la même question à Juliette juste avant. Si on pousse ta vision à toi à fond, c'est quoi la relation, c'est quoi l'image qu'aurait à l'alcool demain et à quel point c'est central dans la vie des gens? En fait, moi, à travers ma démarche, ce que j'ai envie de faire, c'est je suis pas en train de diaboliser l'alcool ou de dire tu vas marteler le message, l'alcool c'est pas bon, mais c'est vraiment d'éveiller un peu les consciences et de dire en fait, t'as l'impression que l'alcool te fait du bien, mais au final, ce que tu vas découvrir en mettant l'alcool à distance, tu vas vraiment pouvoir... tu vas découvrir vraiment qui t'es, tu vas faire de nouvelles choses, tu vas te sentir mieux, tu vas préserver aussi ta santé, que ce soit physique et mentale, tu vois. C'est tellement précieux que tu vas découvrir des choses de toi et qui seront tellement plus puissantes que ce que tu penses vivre comme étant quelque chose qui te fait du bien, tu vois. Et peu importe le niveau, tu vois, de consommation d'alcool. Et c'est ça, en fait, le plus beau... Ça, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça vraiment... Ça, j'aurais jamais deviné, tu vois. Si. Ça me fait dire, en fait, juste prendre du recul de l'ensemble des situations que je vis au quotidien, que ce soit, en fait, ma consommation, mais juste une relation, comme tu disais, de toxicité, comment je gère mon quotidien professionnel, etc. En fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de questionner pourquoi est-ce qu'on fait ça. Est-ce que c'est par automatisme très souvent, c'est par automatisme, donc tu t'en rends pas forcément compte. Mais quand tu commences à te poser la question et que tu cherches ton pourquoi tu bois,
Là, tu commences à comprendre. C'est l'intention. Ouais, c'est l'intention. Et donc toi, concrètement, l'accompagnement que tu fais, ça marche comment? C'est quoi le format? Alors moi, c'est un accompagnement, comme je t'ai dit, qui est sur plusieurs piliers. Donc la régulation du système nerveux, va y avoir la création de l'alter ego. Et en fait, l'idée, c'est vraiment... Je pars du postulat de dire on ne guérit pas dans l'univers qui t'a rendu malade. Et donc, on va recréer justement des habitudes. La première action, c'est vraiment ton pourquoi. Pour comprendre pourquoi tu bois. Et ça prend combien de temps de tout redesigner comme ça? En fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu prends de la distance avec l'alcool, tu vas te rendre compte quels sont les verres qui vont un peu persister. Tu vois, par exemple, une personne qui va me dire moi, souvent, je vais rentrer le soir, je vais me prendre un verre, et puis le week-end, je sors. Elle va me dire en fait... rentrer le soir et ne pas prendre mon verre d'alcool, en fait, ça va très bien. En revanche, je me retrouve en situation avec des personnes où je dois parler. Donc là, c'est celui-là qui est important. Et les autres verres, c'était habitudinaire, un rituel. Un rituel, tu vois, que tu peux faire autre chose. Oui, donc c'est quoi? C'est 1 mois d'accompagnement? C'est 6 mois? Non, c'est 2 mois d'accompagnement. Et donc, à partir de ces 2 mois d'accompagnement, on fait tout ce travail-là. Sur l'historique aussi, on peut aller encore plus loin, mais sinon on parlerait des heures. Mais la place de l'alcool dans la famille. Évidemment que c'est essentiel. Tu vois, quand t'es au niveau de la consommation de tes parents, est-ce que l'alcool a été diabolisé? Est-ce que l'alcool était complètement normalisé? Est-ce qu'on t'a fait goûter de l'alcool à 14-15 ans? Ta première cuite, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu t'es senti? Tu vois, c'est toutes ces choses. C'est vraiment aussi un travail émotionnel, tu vois, de comprendre. Ensuite, le pourquoi. Et à travers ça, on va revoir tout ce qui est l'hygiène de vie, l'alimentation, se lancer des défis, faire des objectifs toutes les semaines. On se retrouve justement, on parle toutes les semaines avec une visio de groupe, tu vois. On se raconte un petit peu notre semaine, les difficultés, les partages. C'est un programme collectif. C'est un programme collectif. On a aussi un WhatsApp où on échange, comme ça il y a du soutien. Et j'ai aussi une version one-to-one où là c'est uniquement avec moi, avec des coachings, tu vois. Et pareil, ça dure 2 mois parce que c'est un temps pour moi qui est suffisant pour réellement prendre de la distance et comprendre son mécanisme. Ou en général, ces gens-là, pendant 2 mois, ils vont pas boire? Alors, effectivement, moi... Ou réduire, en tout cas. Ouais, en tout cas, moi, je dis toujours aux gens quand vous rentrez dans le programme, c'est une expérience. On n'est pas là en train de se dire « je dois ne pas boire » parce qu'il n'y a rien de pire pour le cerveau. Okay. Et c'est de se dire d'une semaine à l'autre, on va faire de nouvelles choses. Donc, si tu veux, le focus, il va plus être sur l'alcool, il va être sur autre chose. Ouais. Tiens, cette semaine, je vais tester ce truc-là, cette respiration, cette morning routine, cette alimentation, cet objectif, tu vois, pour justement... Et plus, effectivement, tu as une période où tu mets l'alcool à distance, plus tu te rends compte finalement de ce qui se passe. Et parfois, j'ai des clients qui vont reboire un soir, un samedi. Mais c'est pas une rechute, si tu veux. C'est-à-dire que ça va être... Ils vont prendre conscience de ce qui s'est passé. Et parfois, ça va les aider justement à se conforter et se dire « Non, mais en fait, je suis sur le bon chemin, j'ai absolument pas envie de reprendre ma consommation. » tu vois. Et t'as des gens qui disent à la fin j'ai l'impression de bien comprendre, bien gérer, mais j'ai quand même un vrai plaisir à boire, à consommer. Et donc, je vais m'autoriser une fois par trimestre. J'ai des clients qui font ça. Alors, je dis toujours, il faut garder une posture humble avec l'alcool. Parce que quand tu prends la confiance et tu te dis c'est OK, tu peux vite repartir, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. L'alcool, c'est une drogue. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc, moi, je suis une grosse flemmarde. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas boire du tout. De faire rien du tout. Voilà. C'est parce que ça demande du contrôle quand même, la modération. Et en revanche, je pense qu'il faut une période, 2-3 mois où tu ne bois pas du tout pour réellement voir les vrais effets. Et effectivement, j'ai des personnes... qui ont repris une consommation, mais qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Qui vont s'octroyer, tu vois, un bon verre de vin lors d'un repas ou une soirée en particulier, mais qui ont bien compris, ils sont sortis, tu vois, de ce cercle-là et ils se sentent beaucoup mieux, quoi. C'est vraiment sur l'appréciation du mets. Ouais. Mais et ça dépend des profils, tu vois. J'avais accompagné un groupe que de filles. Alors elles, c'était toutes le même profil. C'était vraiment vendredi, samedi, c'était les soirées à n'en plus finir et les gueules de bois. Et en fait, on a fait le programme et en fait, elles ont été étonnées de voir à quel point elles pouvaient s'amuser sans alcool. Alors, bien évidemment, elles ont réduit les soirées parce que c'est plus du tout la même envie. Et donc, le week-end, elles me disent on va faire du yoga, on va bruncher. Et même, il y en a une, elle a entraîné son mari là-dedans. Donc, du coup, et j'ai pris des nouvelles. C'était il y a quasiment 1 an. Et en fait, 1 an après, elles sont toujours là-dedans et elles ont totalement arrêté. Et leur vie a totalement changé, tu vois. Donc, c'est trop cool, quoi. C'est la classe. En quoi c'était aligné, et ce sera sûrement une de mes dernières questions, mais à ce que tu ressens être ta mission de vie? En quoi c'est aligné? Ouais, à quel point tu t'es dit, OK, ça c'est ma vision et c'est le truc le plus important pour moi aujourd'hui? En fait, si tu veux, je l'ai vécu. Tu vois, je suis passée par là. Donc, c'est mon expérience aussi personnelle. Ça a tellement changé ma vie. Je me sens tellement mieux. J'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai pu faire plein de choses que si tu veux, c'est de le transmettre et d'amener les gens à ça. Et vraiment, c'est un changement de vie, tu vois, que ça m'apporte énormément de plaisir. Tu disais que tu avais un problème avec l'alcool avant?
Alors moi j'avais une consommation régulière. Si tu veux, je sortais beaucoup en soirée, donc mais je me posais pas plus de questions parce que tout le monde buvait. Donc, si tu veux, je me suis pas posé de questions. J'avais des périodes où pendant 3 semaines, 1 mois, j'allais pas boire. Ensuite, j'allais reboire. Et j'ai eu en fait une cuite le 31, un 31 depuis 4 ans. Non, mais tu sais, il y a plein de cuites où tu te dis, ouais, celle-là, c'est la dernière, on s'est tous dit. Hein. Ouais. Et puis finalement, tu reprends. Et j'ai commencé un dry. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire une pause sur ma consommation. Et en faisant ce chemin-là, c'est là où j'ai halluciné des effets positifs. Et ton dry, il devait faire 1 mois et ça fait 4 ans. Ouais. Donc, et je pense, si tu veux, ce qui a tout changé, c'est que je me suis pas mise de pression en me disant, je dois arrêter de boire. Oui, tu t'es juste dit, ça ne me correspond plus. Même pas, je me suis dit, je fais une expérience, je teste 2 mois ou 3 mois, une période assez conséquente quand même pour voir les effets. Et quand j'ai vu cette dynamique-là, bah j'ai plus le temps aujourd'hui en vrai de boire. Enfin, tu vois, j'ai tellement de choses, je veux tellement avoir mon énergie au max. Par autre chose. Ouais, je suis complètement remplie par autre chose. Moi, ce que je te disais, c'est qu'en fait, c'est tellement aujourd'hui, pour moi, plus bénéfique d'aller courir avec des amis qu'aller boire un verre. Bah, tu changes justement tes moments sociaux. Ouais, les moments sociaux. Tu peux organiser, je sais pas, des déjeuners chez toi le dimanche plutôt que de faire une soirée le samedi. Tu peux aller faire un atelier créatif. Enfin, tu vois. Il y a plein de choses en fait que tu vas avoir envie de faire. Qui généralement en plus seront plus profondes et plus significatives. Beaucoup plus créatives, qui vont t'apporter une vraie dopamine sur du long terme, c'est de la créativité et ça va crescendo en fait. Oui, je disais même surtout dans la relation avec l'autre, c'est beaucoup plus profond. Bah, bien évidemment. C'est sûr que les conversations entre 2 personnes qui sont alcoolisées, en général... Sauf si c'est la dépression. On dit souvent, ce qui se dit la nuit ne voit jamais le jour, tu vois. C'est les grands projets la nuit et puis le lendemain, il n'y a plus personne, tu vois. Ouais. Donc... C'est intéressant. Si on veut te retrouver... Du coup, c'est sur LinkedIn. Alors, je suis sur LinkedIn sous mon vrai prénom, sous Lorraine Valérie Rado. Okay. Et sur Instagram, je suis sous The French Sober. The French Sober. Ouais. En tous les cas, si on tape The French Sober, on va tomber sur toi. Ouais. S'il faut, vous pouvez aussi m'écrire, je vous enverrai. C'est gentil. Et si on veut, t'as plus de ressources, d'autres interviews, si on veut aller plus loin sur ce sujet? J'ai effectivement été interviewée dans un podcast qui s'appelle Living the Quest, où je parle en effet de ce changement de vie et du lien à l'alcool, comme on le fait un peu là. Ok. Donc pas forcément des trucs vraiment nouveaux. Pas forcément des trucs nouveaux. C'est plutôt avec toi directement, on suit ton contenu. Ouais, bien sûr. Ouais, je communique beaucoup sur Instagram et sur LinkedIn. On t'écrit quoi, si on a envie de ressources. Ouais, on m'écrit. Ok, pas de problème. Donc ouais, incroyable. En vrai, tu vois, je pensais pas du tout, parce que c'est ce que je disais au début. J'ai pas du tout l'impression d'avoir une relation compliquée avec l'alcool. Déjà, je bois vraiment pas beaucoup. Mais je me dis, en fait, ça me donne trop envie d'aller vers ça. Ouais, bah forcément. Parce que la réalité, c'est que si t'as plus de sérénité, plus d'apaisement, plus de joie, il y a quand même aucune raison logique de ne pas y aller, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. En tout cas, de ne pas essayer. En tout cas, voilà, ça coûte rien si tu veux d'essayer. Au pire, tu reviens comme avant. Donc, il n'y a pas de... Tu vois. Et la réalité, c'est que tu reviendras jamais vraiment comme avant. Voilà, en général, non. Très clairement. Et toi, tu dis c'est 2 ou 3 mois, quand même. En tout cas, moi, c'est le temps que j'ai trouvé idéal pour justement mettre en place de nouvelles choses, poser vraiment les fondations. Et après, effectivement, le travail, il continue aussi, tu vois. Ok. Stylé. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être prêté à l'exercice. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et franchement, j'ai appris plein de choses. Tant mieux. Salut tout le monde.